mon prénom, c'est Margot. J'ai travaillé au Muséum d'histoire naturelle de Londres pendant 5 ans et au sein d'un consortium européen de recherche qui travaille sur différents organismes avec toujours un même thème autour de la couleur structurelle et en mélangeant la biologie, la physique, la chimie. Donc ça a été assez riche. Je vais vous présenter du coup une partie de ma recherche, un petit peu en résumé. Et si vous avez des questions, s'il y a des choses qui ne sont pas claires, vous me le dites à la fin, ou si vraiment il y a quelque chose que vous ne comprenez pas du tout pendant que je parle, que vous êtes perdu, vous me le dites, que je puisse me rattraper et faire en sorte que ça soit agréable pour tout le monde. Pendant toute la présentation, ça va être divisé en gros en 3 parties. Une première partie pour vous présenter un petit peu ce que c'est que les algues. Moi, je sais qu'au lycée, j'avais jamais rien appris sur les algues, donc je ne sais pas comment est le programme maintenant, mais je pense que c'est pas plus mal que je fasse un petit topo dessus. Puis ensuite, je vais enchaîner sur la couleur structurelle. Et à la fin, ça va être une partie sur vraiment qu'est-ce que c'est le travail de recherche et qu'est-ce que c'est la démarche de recherche dans ce sujet-là. Avant de commencer, je voulais faire un petit sondage, il n'y a pas de pression, c'est pas un test ou quoi, c'est juste pour que moi je me rende compte un petit peu de où on en est. Est-ce que vous pouvez juste lever la main ceux qui pensent que les algues sont rouges ? Il n'y a pas forcément de mauvaise réponse, hein, c'est juste... Ceux qui pensent que les algues sont marrons. Ok. Ceux qui pensent qu'elles sont vertes. Ok. Jaune. Bleu. Ouais. Est-ce qu'il y en a qui pensent que c'est peut-être plusieurs de ces couleurs Ok. D'accord. Très bien. Ensuite, qui est-ce qui pense que les algues, on les trouve seulement en mer, enfin dans les océans, dans la mer, dans les eaux salées ? Donc vous pensez tous qu'elles sont à la fois en eau douce et en eau salée ? Ok. Et vous pensez qu'elles sont bénéfiques pour l'environnement ? Levez la main si vous pensez ça. Ok. Et ceux qui pensent qu'au contraire, elles sont nocives pour l'environnement, pour les humains, pour les animaux ? Ok. Très bien. On va élucider tout ça ensemble. Alors... donc je commence par les a priori sur les algues, donc en particulier par rapport à est-ce que c'est nocif ou bénéfique. C'est vrai que les algues, dans notre quotidien, c'est plutôt des choses qui nous embêtent quand on est à la plage, qui s'en mêlent dans nos pieds. Il y a des choses qui se cachent dedans, des bêtes, c'est pas très rassurant, ou alors ça glisse, c'est super embêtant. Et aussi, on en entend parler beaucoup en été, les marées d'algues vertes, en général, on est plutôt exposé à des avis négatifs sur les algues. En fait, les algues, c'est beaucoup plus que ça. Faut savoir que les marées d'algues, le problème des algues vertes et des marées d'algues vertes, c'est pas les algues en soi, c'est la pollution, l'apport excessif de nutriments dans les eaux et d'azote dans les eaux qui fait que ces algues prolifèrent et en soi, quand elles poussent et quand elles sont vivantes, elles ne sont pas du tout en danger pour personne. C'est quand elles meurent et qu'elles se décomposent qu'elles dégagent en fait des gaz toxiques qui restent coincés dans la couche d'algues et quand on marche dessus, ça dégage, ça libère ces gaz et c'est ça qui fait que en fait, on peut en mourir. Mais en soi, les algues en soi, elles n'ont rien de toxique. Même les algues des marées d'algues vertes, elles sont comestibles. Donc ça, c'est un petit peu pour démystifier cette question-là. Et puis, les algues, pareil, quand on marche dedans, dans les algues qui sont dans l'eau, on risque rien du tout, quoi. Et puis, il n'y a pas de requins, il n'y a pas de gros animaux méchants. Donc c'est quelque chose qu'il faut juste apprendre à explorer et apprendre à aborder. Les algues, par rapport aux autres plantes qu'on a autour de nous, là notamment les plantes terrestres, il y a quand même des différences importantes. C'est-à-dire que les plantes terrestres qu'on connaît bien, nous, il y a un système avec des parties séparées.
Donc il y a un système racinaire pour récupérer les nutriments du sol, il y a un tronc ou une tige, il y a des feuilles, des fleurs pour la reproduction, il y a des fruits. Chez les algues, il n'y a rien de tout ça, c'est un seul tissu qui fait comme on pourrait l'appeler une feuille, si on veut vraiment visuellement, c'est assez analogue, mais en termes de fonction, ça ne fonctionne pas du tout pareil, parce que dans une feuille, on a quand même un réseau, on a une circulation. Dans l'algue, c'est pas du tout comme ça, c'est des cellules qui sont les unes à côté des autres et qui sont pas du tout spécialisées à part les cellules reproductrices. Il n'y a pas non plus de fruits. Il n'y a pas de fleurs, donc il n'y a pas de question de pollinisation comme avec les plantes à fleurs ou les arbres. Il n'y a pas de tiges séparées, et il n'y a pas de racines non plus. Alors des fois, on peut voir des algues où on a l'impression qu'il y a un système racinaire. On a l'impression qu'il y a un pied avec des petites tiges qui peut-être s'ancrent dans le sol pour pouvoir récupérer des nutriments. En fait, ce n'est pas ça. C'est simplement fait pour... C'est un pied, en fait. C'est vraiment fait pour ancrer l'algue sur le rocher ou dans le sable, mais ce n'est pas un système qui va pomper des nutriments de quoi que ce soit. Ça n'a pas cette fonction-là comme chez les plantes à fleurs. Ensuite, les algues, ça vient de ce qu'on appelle une endosymbiose, c'est-à-dire que c'est une cellule qui a absorbé une cyanobactérie et qui en fait s'en est servie pour être capable après d'elle-même de faire de la photosynthèse. Ça, c'était des millions d'années. Et ça a donné plusieurs types d'algues par la suite. Il y a eu plusieurs types d'endosymbiose qui ont eu lieu. Ça a donné plusieurs types d'algues. Et aujourd'hui, on a des algues qui peuvent être microscopiques, comme les coccolithophores, qui sont les algues qui ensuite font la craie des falaises. Donc les falaises d'aujourd'hui, en fait, c'est des anciennes microalgues. C'est des squelettes d'anciennes microalgues qui se sont accumulées au fond des océans et qui sont aujourd'hui exposées à l'air libre et font des falaises. Et il y a aussi les macroalgues qui peuvent aller de quelques centimètres à des dizaines de mètres. Il y en a dans les océans, notamment dans les mers froides, au nord du Royaume-Uni, dans l'Atlantique Nord, il y en a beaucoup. C'est des grandes algues qui, en fait, font tout un écosystème pour les organismes qui vivent avec elles. Ça, vous embêtez pas avec ça, c'est juste pour vous montrer que les algues, quand elles ont évolué, en fait, elles ont évolué en plusieurs grandes lignées qui sont pas forcément proches les unes des autres. C'est pas parce que c'est des algues et qu'elles ont un système biologique similaire qu'elles sont proches. Elles peuvent être beaucoup plus éloignées que nous, on est éloignés de la banane, par exemple. Donc les algues rouges, par exemple, c'est les premières à être apparues sur Terre. Et en fait, elles sont très éloignées des algues brunes. Alors ça, donc dans cet arbre, en fait, ça montre la proximité. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un nœud, à chaque fois qu'il y a un embranchement, on compte un degré de plus d'éloignement, si on veut. Donc là, on a les algues rouges. Et là, pour aller aux algues brunes, il faut qu'on fasse plus, je parle de ces algues brunes-là, il faut qu'on fasse beaucoup plus de pas pour relier en fait les deux familles, si on veut, les deux grands groupes. Donc ça a beau être des algues qui sont visuellement similaires, biologiquement similaires, dans la question évolutive, elles n'ont pas du tout la même histoire. Faut savoir aussi que les algues brunes, en fait, c'est encore une fois, c'est une endosymbiose d'une algue rouge dans une autre cellule. Donc c'est une endosymbiose secondaire, ce qu'on appelle en question encore de l'évolution. Où est-ce qu'on se place dans les temps géologiques? Nous, on est là, les petits humains. Les premières algues, elles sont apparues il y a 1600 millions d'années. Il faut savoir que les premiers dinosaures, c'était il y a à peu près 250 millions d'années. Les premiers arbres, c'était entre 350 et 300 millions d'années. Donc on est dans les premiers organismes, en fait. C'est à la même époque que les premiers vrais organismes multicellulaires.
Les algues, c'est des choses qui sont là depuis tellement longtemps qu'elles sont en fait responsables de ce qu'est la Terre maintenant. C'est elles qui ont construit la Terre aujourd'hui, en fait. C'est elles qui font qu'aujourd'hui, il y a de l'oxygène et qu'on a pu se développer en tant qu'espèce. C'est un effet domino qui a commencé bien avant ça, mais en partie avec les algues, notamment les micro-algues à l'époque. En termes de... Aujourd'hui, qu'est-ce que les algues... Quelle est la place des algues dans notre société ? Depuis toujours, les algues ont fait partie de notre consommation. C'est-à-dire que les humains, même il y a 14 000 ans, ils consommaient des algues, ils allaient les récolter sur la côte, même quand ils étaient à des centaines de kilomètres de là, ils les faisaient sécher, ils les gardaient, parce que c'était bourré de nutriments, et ça se savait que c'était une source de nourriture, en fait. Notamment, il y a dedans des oméga-3 qu'on trouve aussi dans les poissons, et qui sont essentiels au développement de notre cerveau. Ça a aussi été utilisé depuis très longtemps comme fertilisant, comme engrais, et plus récemment en pharmacie ou en cosmétique. Et dans les usages purement modernes, aujourd'hui, on développe des choses comme des emballages biodégradables, les gélifiants alimentaires. Donc, en fait, vous avez peut-être entendu parler des carragénanes. C'est des composés qui sont extraits des algues et qu'on retrouve dans plein de choses, dans les yaourts, dans les dentifrices, dans les gels douche. C'est vraiment un texturant, en fait, qui est utilisé depuis très longtemps et qui maintenant on retrouve aussi synthétisé, mais on continue à l'utiliser, on cultive des algues pour pouvoir en extraire ce composé-là. Il y a aussi des gens qui développent des techniques pour faire des fibres textiles à partir d'algues, comme on fait des fibres de textile à partir de coton, et des carburants, des biocarburants. Ça, c'est en développement, c'est des choses qui sont en cours, et puis il y a encore beaucoup de recherches pour savoir d'autres manières d'utiliser les algues aujourd'hui, pour un petit peu, dans le cadre des changements climatiques, et puis pour changer nos modes de consommation. Les algues au sein de l'écosystème, donc en dehors de notre usage personnel en tant qu'humain, elles sont essentielles pour tout ce qui est la faune marine. C'est-à-dire qu'elles créent des habitats, elles structurent le sol en s'ancrant dans le sol, donc elles évitent en fait l'érosion, que le sable parte dans l'eau. Et elles forment, en fait, notamment les grandes algues dont je parlais tout à l'heure, elles vont former des sortes d'habitats protecteurs pour les bancs de poissons, ou alors pour les petits crustacés. Ça leur permet en fait d'être protégés des plus gros prédateurs. En plus de ça, c'est aussi une source de nourriture pour pas mal d'organismes. Et elles font de la photosynthèse, c'est-à-dire qu'elles ont un grand rôle dans l'absorption du CO2 et dans son stockage, en fait, parce qu'elles vont l'absorber et elles vont le garder en elles, et ensuite, quand elles se décomposent, elles vont se décomposer au fond de l'océan, et ça va coincer le CO2 au fond de l'océan pendant des dizaines, voire des centaines d'années. En faisant ça, elles libèrent aussi de l'oxygène, donc elles nous procurent de l'oxygène. Ça, c'est vrai pour les macroalgues et les microalgues, et ça représente à peu près, avec le phytoplancton, c'est un type de microalgue, ça représente à peu près 70% de l'oxygène qu'on respire. Donc les algues sont responsables, en fait, de notre survie sur Terre. Donc c'est évidemment dû à la photosynthèse. La photosynthèse, vous savez peut-être ce que c'est, vous savez peut-être pas ce que c'est, donc je ne veux pas prendre de risques. C'est une réaction qui se passe au sein de l'algue grâce à l'énergie lumineuse qui est transformée en énergie chimique, et ça permet d'utiliser le CO2 et l'eau pour pouvoir faire des sucres et de la matière organique, en fait, dont l'algue se nourrit, et par ce processus est libéré l'oxygène. Donc ça, c'est la version simple de l'histoire. C'est fondamental, évidemment,
dans tous les processus végétaux, à la fois terrestres et marins. Et encore une fois, c'est vraiment ce qui fait qu'il y a de l'oxygène dans l'atmosphère. C'est la base de la vie sur Terre. Et comme je l'avais dit juste avant, ça a commencé il y a 1600 millions d'années. Cette photosynthèse, elle se fait notamment via un pigment qui s'appelle la chlorophylle. Donc c'est le pigment essentiel des végétaux et qu'on retrouve dans tous les types d'algues, qui est principalement responsable de la couleur verte des algues. Et ça me permet d'en venir à la question de cette couleur des algues. Donc, principalement, on classifie les algues dans 3 grands groupes. Les algues vertes, les algues brunes, les algues rouges. C'est dû à certains pigments qui sont particulièrement mis en avant. Mais ces groupes correspondent à des groupes évolutifs. C'est-à-dire que, si vous vous rappelez l'arbre que j'ai montré en expliquant qu'il y avait des histoires évolutives différentes des algues et qu'elles n'étaient pas forcément proches les unes des autres, c'est ça que je veux dire ici. C'est-à-dire que, oui, c'est aussi lié à un pigment, mais le groupe en lui-même, c'est pas juste le pigment. C'est-à-dire que c'est l'histoire évolutive d'un groupe d'algues qui ont évolué de la même manière, qui ont développé les mêmes pigments et qui se sont ensuite en fait divergés, qui ont donné plusieurs espèces. Et il se trouve que dans chacun de ces groupes qui ont des histoires évolutives très différentes, il y a un pigment en particulier qui était mis en avant. Donc pour les algues vertes, qu'on appelle les chlorophylla, mais ça, c'est pas important, pour les algues vertes, c'est la chlorophylle B. Dans tous les groupes de la chlorophylle A. Mais donc pour les algues vertes, la chlorophylle B, c'est le pigment qui est le plus présent. Les algues brunes, c'est un type de caroténoïde. Il y en a plusieurs des pigments dans les caroténoïdes. Donc c'est un type de caroténoïde. Donc c'est le même genre de pigment qu'on trouve dans les carottes, dans les potirons, tout ce qui est orange, rouge. Et chez les algues rouges, c'est ce qu'on appelle les phycobilines, qui en plus sont un pigment particulier, c'est une protéine particulière qui leur permet de réaliser des prouesses photosynthétiques que les autres algues ne peuvent pas réaliser. Quand on parle de pigments, on parle donc de ces trois grands groupes. Et on fait abstraction en fait de tous les tons de couleurs qu'on peut trouver finalement dans toutes ces algues, et notamment de certaines couleurs qui sont complètement différentes et qui ne sont pas dues au pigment. Et c'est ça qu'on appelle la couleur structurelle, en fait. C'est notamment ce que vous voyez là en bleu et en vert, donc le bleu là, le vert, toutes ces couleurs très très vives, même l'argent qu'on voit là. C'est pas dû au pigment. Donc, principalement, nous, quand on parle de couleurs dans la nature, en général, on pense à la couleur due à la pigmentation. En fait, il n'y a pas que ça. Il y en a plein d'autres. Il y a de la bioluminescence, vous en avez peut-être déjà entendu parler, c'est des organismes qui sont capables chimiquement de créer de la couleur. Il y a la fluorescence, c'est un système, un phénomène où la lumière est captée et puis renvoyée en fait sous une autre couleur, sous une autre longueur d'onde, donc ça donne une autre couleur. Et puis il y a la couleur structurelle. Donc j'en viens là à ma deuxième partie. Et je repose quelques questions. Alors, je sais que vous ne savez probablement pas de quoi je parle, la couleur structurelle, mais c'est quand même, justement, pour vous, comme ça, au pif, si c'est au pif, la couleur structurelle, qui pense que c'est quelque chose de très commun et qu'on peut en voir même en se baladant là, devant le lycée? Ok. Et qui pense que c'est rare, que c'est difficile à observer, qu'il faut vraiment aller chercher Ok.
Ensuite, qui pense que c'est visible seulement si on va sous l'eau, enfin, ou à travers l'eau? Vous pensez que c'est visible, quoi que ce soit, enfin partout, quoi, peu importe. Ok, très bien. D'accord. Alors la couleur structurelle, on la trouve partout. Il y en a dans les scarabées, il y en a dans les fleurs, il y en a chez les papillons, les oiseaux, il y a des fruits. C'est quelque chose qu'on trouve partout. Alors ça, c'est un bourdon bleu, on en voit beaucoup en ce moment des bourdons bleus, là quand ça se réchauffe, ils sortent tous partout, on appelle ça aussi abeilles buissonnières. Les pies, elles ont ces couleurs magnifiques, c'est dû à la couleur structurelle. Ça, c'est une Edelweiss, donc en fait là, c'est une couleur structurelle qui est blanche. C'est un cas assez particulier. Et ça, c'est un fruit qui s'appelle la baie de marbre qu'on trouve en Afrique du Sud. Et qui est fascinante parce qu'elle a cet aspect marbré absolument magnifique. Bon, et puis, là, j'ai mis un exemple du papillon, mais en fait, il y en a plein. Hein. Ça, c'est un exemple très connu du papillon morpho. Et les scarabées, les plumes de paon, notamment. C'est un exemple type de couleur structurelle dans la nature. Et notamment, quelque chose que vous voyez devant le lycée, c'est les pigeons. Ce que vous voyez là sur son cou, c'est de la couleur structurelle. Les couleurs irisées, violet, vert. Donc il y en a partout en fait. Il suffit juste de savoir ce que c'est. C'est pareil chez les algues. Qu'est-ce que c'est par rapport aux pigments? Les pigments, c'est l'interaction de la lumière avec un composé chimique. Donc le pigment en lui-même, il va absorber certaines longueurs d'onde, en envoyer d'autres. Ça, c'est pas nouveau. Et nous, on voit la longueur d'onde que lui, il renvoie. Bon. En particulier, peu importe l'angle de vue, peu importe comment on tourne la chose, on va voir la même couleur. Du moment qu'on reste sous une lumière blanche qui reste identique, la couleur ne va pas changer. La couleur structurelle, c'est l'interaction de la lumière avec une structure géométrique à l'échelle nanoscopique. Pourquoi à l'échelle nanoscopique? Parce que les longueurs d'onde de la lumière sont à l'échelle nanoscopique. Donc pour qu'il y ait une interaction, il faut que ça soit à la même échelle. Donc les structures qui permettent de faire de la couleur structurelle, quelles qu'elles soient, elles doivent être avec une architecture qui est organisée à l'échelle nanoscopique, c'est-à-dire 10 puissance -9. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que entre, par exemple, là j'ai des sphères qui sont, par exemple des sphères de silice, disons, qui sont organisées de manière très régulière. Si elles étaient désordonnées, on n'aurait pas de couleur structurelle. Mais elles sont organisées de manière très régulière. Et entre chacune, l'espacement entre le milieu d'une sphère et le milieu d'une autre sphère, ça va être de l'échelle de 10 puissance -9. Et ce qui se passe, c'est que on a la lumière blanche interagit avec cet arrangement de structure, et cet arrangement de structure va réfracter la lumière, et la lumière va interagir. Bon là, le schéma est très très simplifié, hein. Mais la lumière va ensuite interagir avec elle-même et avec la structure, et ça va nous renvoyer une certaine longueur d'onde, pas toute celle-là, mais une certaine longueur d'onde, qui va nous donner donc une certaine couleur. Et donc c'est très précis. C'est ça qui fait qu'on a des couleurs très intenses et assez brillantes en fait. C'est le fait que ça soit très précis dans ce que ça nous renvoie. Là c'est l'exemple donc des opales. Vous avez peut-être déjà vu des opales, entendu parler des opales. Il y a aussi la couleur structurelle dans la nacre. Et en fait, la structure dans l'opale, c'est exactement ce genre de structure. C'est-à-dire que c'est des petites sphères qui sont organisées d'une certaine manière. Parce qu'il y a d'autres types de structures. Ça peut être des couches de tissus avec des indices de réfraction différents. Ça peut être comment on appelle ça, comme du velours côtelé ou comme les cartons ondulés, voilà, comme du carton ondulé, qui vont,
pareil, réfracter la lumière d'une certaine manière. Donc ça, c'est un type de mécanisme qui donne de la couleur structurelle, et c'est ce qu'on trouve dans les opales. Il y a une particularité de la couleur structurelle qui est qu'elle est irisée. Donc c'est là où on voit que la couleur, elle va apparaître ou disparaître en fonction de l'angle de vue, soit de l'angle vu, soit de l'angle d'illumination. Donc typiquement, sur une plume, vous prenez une plume de pie, vous la tournez, vous allez voir que la couleur, en fait, elle va s'estomper et ensuite revenir, ou elle va passer du bleu au violet. Et en fait, ça, c'est encore une fois dû à l'interaction avec la structure. Comme c'est une interaction avec une structure physique, ça oblige qu'on respecte l'angle de vue pour garder la bonne couleur. C'est aussi ce qu'on trouve chez certaines algues. Donc encore une fois, là, on voit les couleurs qui s'estompent et qui reviennent juste parce que je suis en train de bouger au-dessus de l'algue. Donc le bleu, là, pas le rouge. Le rouge, c'est des pigments. Le marron rouge. Ça, à la base, c'est une algue qu'on appelle une algue rouge, mais qui est considérée comme une algue rouge, classifiée dans les algues rouges. Mais voilà, il y a tous ces reflets bleus qui sont dessus, c'est pas du pétrole, c'est pas de l'huile, c'est à l'intérieur de l'algue, il y a ces structures qui vont réfracter la lumière de cette manière-là et nous renvoyer la longueur d'onde bleue. Les pigments, ça donne des couleurs qui sont beaucoup plus mates. Parce qu'on a un spectre d'absorption qui est plus large, c'est beaucoup moins précis. Donc comme le spectre d'absorption est plus large, on a une couleur qui est moins intense, qui est moins précise. Et sur l'algue que vous voyez là, il y a un effet aussi avec l'eau, c'est-à-dire que quand je la mets dans l'eau, c'est là où on voit le bleu apparaître. Ça, c'est pas juste dû au fait que ça soit dans l'eau, c'est dû à la fois au fait que la lumière interagit différemment quand c'est à l'intérieur de l'eau, et au fait que l'algue a besoin d'être hydratée pour que la structure soit conservée. Donc pour qu'on garde, je vais revenir, pour qu'on garde par exemple cette structure très organisée comme ça, il faut que l'algue soit hydratée. Dès que l'algue est déshydratée, on perd, par exemple, les couches de l'algue vont se resserrer et on va désordonner cette structure-là ou la casser. Et c'est comme ça qu'on perd la couleur structurelle quand on perd le degré d'hydratation nécessaire à ce qu'elle apparaisse. Hop là. Un très bon moyen d'utiliser, d'illustrer la couleur structurelle, c'est d'observer une plume de paon. J'en ai une ici. Après, si vous voulez voir après à la fin, je vous montrerai en personne. Une plume de paon. Dans une plume de paon, les seuls pigments d'une plume de paon, c'est la mélanine, c'est des pigments marrons. C'est les seuls pigments qu'il y a dans une plume de paon. Quand on éclaire par l'arrière, on voit bien qu'on ne voit que du marron. Quand on éclaire par l'avant, c'est là où apparaît le bleu. Le bleu, le vert, toutes les couleurs vraiment intenses qui sont très célèbres dans la plume de paon. Ça, c'est parce que pour qu'on ait la réfraction de la lumière, il faut que la lumière elle arrive par l'avant. Quand on éclaire par l'arrière, quand on éclaire la plume de paon par l'arrière, on va avoir que de la lumière transmise, et donc on va avoir que la couleur qui est due au pigment. Là, je n'ai pas tourné la plume de paon. C'est l'éclairage par l'arrière, l'éclairage par l'avant. Si vous avez l'occasion d'avoir une plume de paon dans la main, essayez, c'est vraiment fascinant. Donc, pourquoi est-ce qu'il y a des couleurs structurelles dans la nature? À quoi est-ce qu'elles servent? Ça a été très étudié chez les animaux, notamment chez les oiseaux. Ça a été très, très étudié. Un petit peu moins chez les plantes terrestres, mais là, quand même, il y a pas mal de recherches qui ont été faites dessus. Et donc, on a découvert qu'il y avait des fonctions assez précises selon les différents organismes. Par exemple, les papillons, ils ont développé cette couleur structurelle, notamment pour se protéger des prédateurs. Pourquoi? Parce que, comme on a vu, la couleur, elle change selon l'angle de vue. Donc le papillon, quand il bat des ailes,
il ne va pas apparaître de manière distincte. Sa couleur va changer et ses contours vont paraître flous. Donc c'est beaucoup moins facile de le repérer et de le reconnaître. Donc ça lui permet de se protéger en fait, des oiseaux, des prédateurs. Chez la plupart des oiseaux, c'est vraiment une question de reproduction. C'est pour avoir un beau plumage. Ou alors, chez les paons, c'est aussi pour faire peur à leurs rivaux. C'est les parades. Ça a été trouvé chez presque tous les oiseaux. C'est une question de reproduction. Chez des fleurs comme par exemple l'Edelweiss ou chez certaines fougères, ça leur permet de se protéger des lumières trop intenses. Donc l'Edelweiss, c'est une fleur qui pousse en haute montagne. Elle pousse dans des zones qui ont un ensoleillement très très fort et qui sont particulièrement exposées aux UV. Et en fait, avec cette couleur structurelle qui, finalement, dans ce cas précis, ne donne pas vraiment de couleur puisque ça donne du blanc, avec les structures qu'il y a à l'intérieur, ça lui permet de se protéger des UV et de renvoyer les UV, en fait. Pour ce qui est des fruits, ça permet d'attirer les oiseaux, parce que c'est comme les fleurs qui ont des couleurs magnifiques pour pouvoir être mieux butinées. Là, c'est pareil, ça permet d'attirer les animaux qui vont manger les fruits et ensuite, après, aller semer les graines dans leurs fesses. Donc, il y a plein de fonctions différentes qu'on trouve chez les organismes terrestres, mais chez les algues, ça a encore été très peu étudié. La couleur structurelle, c'est vraiment quelque chose qu'on connaît depuis probablement le XVIIIe siècle. Ça a été vraiment, on trouve des phycologues, donc des gens qui ont étudié les algues, qui en parlaient déjà, qui disaient qu'il y a cette couleur spéciale qui est probablement due aux structures, pas aux pigments. Mais il y a vraiment eu très très peu d'études qui ont été faites dessus. Ça fait une vingtaine, une trentaine d'années qu'il y a des gens qui se penchent sur la question, mais c'est vraiment assez balbutiement. Donc on n'a encore que des questions en fait sur le sujet. Donc on en vient à la question de quelle est notre approche en fait pour justement comprendre mieux ce dont on parle, comprendre mieux ce qu'on observe et élucider le mystère entre guillemets de la couleur structurelle chez les algues. La démarche scientifique, alors je vous en présente en fait un bout. Ça, c'est vraiment certains des sujets sur lesquels je me suis penchée en personne pendant ma thèse. Premièrement, essayer de comprendre un petit peu en fait à quel point est-ce que la couleur structurelle est répandue dans les algues, à la fois géographiquement et au sein de tous les groupes d'algues, est-ce qu'on le trouve partout ou moins. Ensuite, quel est le rôle biologique? Donc, comme on a vu, ça a été beaucoup étudié chez d'autres organismes, mais chez les algues, on ne sait pas encore bien. Et enfin, qu'est-ce qui fabrique la couleur structurelle chez les algues? Donc, quelle est la matière et quelles sont les structures qu'on retrouve dans les algues? Donc, première partie, est-ce qu'on trouve des algues à couleur structurelle partout, de manière en question géographique et question dans l'évolution, disons? Dans la démarche scientifique, on a toujours on a besoin de comprendre, on a toujours ce besoin de chercher. Mais pourquoi est-ce qu'on veut comprendre quelle est l'étendue du phénomène? On pourrait juste dire, non, on s'intéresse à une algue, on prend une algue, on regarde, on comprend ce qu'elle veut faire, pourquoi est-ce qu'on veut savoir où est-ce qu'on les trouve? En fait, il y a quelque chose qui est évident, c'est que pour pouvoir protéger, si on peut protéger les algues, si on peut protéger les océans, il faut qu'on sache à quoi on a affaire. Si on comprend ce que la couleur structurelle apporte aux algues, on peut comprendre comment est-ce qu'elles vont répondre au changement et qu'est-ce qu'on peut faire pour les protéger et empêcher, et diminuer l'effet du changement climatique sur elles, par exemple. L'intérêt, c'est aussi de comprendre la répartition mondiale. Pourquoi? Parce que ça peut nous donner un indice sur quelles sont les
les climats ou les écosystèmes qu'elles préfèrent. Est-ce qu'elles se sont développées dans certains endroits en particulier ou est-ce qu'on les trouve partout? Est-ce que du coup c'est lié vraiment à leur environnement ou est-ce que c'est juste intrinsèque? Et dernièrement, ça nous intéresse aussi de comprendre quels sont les groupes d'algues qui sont concernés, parce qu'ensuite on peut les comparer, on peut essayer de comprendre précisément leurs différences et leurs points communs, et encore une fois, sans l'utiliser pour pour comparer entre les groupes et vraiment élucider la manière dont ces algues font la couleur structurelle. Comment est-ce que j'approche la question? C'est-à-dire qu'est-ce que je mets en place pour pouvoir répondre en fait à mes problématiques? Déjà, je ne peux pas étudier toutes les algues. Il y en a des milliers, il y a des millions d'espèces d'algues. Il faut que je me restreigne à un échantillon en particulier. J'ai choisi les algues rouges parce que c'est les plus anciennes, qu'elles ont une histoire évolutive complexe, qu'en plus, j'avais déjà en amont des informations sur plusieurs groupes d'algues au sein des algues rouges qui avaient ces couleurs structurelles alors que j'avais moins d'informations sur les autres groupes. Et je sais qu'il y a pas mal de recherches qui a été faites sur les algues rouges en elles-mêmes, sur l'évolution des algues rouges, et ça me permet d'avoir quelque part pour commencer, pour pouvoir continuer. Donc encore une fois, vous voyez, on dit les algues rouges, mais on ne voit pas beaucoup de rouge. En plus, souvent, on parle d'algues rouges, mais si on n'est pas initié, elles ont l'air marron, ces algues, ou violettes. Donc voilà, moi je me concentre sur les algues rouges dans mon étude. Comment est-ce que je m'y prends? Je commence, pour pouvoir comprendre l'étendue du phénomène, je commence par aller voir dans la littérature, dans ce que les gens ont fait. Il n'y a personne qui a fait un recensement de toutes les algues à couleur structurelle qu'on trouve. Il n'y a pas encore eu d'études là-dessus. Donc du coup, il faut vraiment éplucher un à un tout ce qui est les descriptions, les gens qui ont fait des livres, comme des livres de botanique, mais sur les algues, c'est-à-dire voilà, comment reconnaître telle algue, comment déterminer que telle algue appartient à telle espèce, etc. Et en fait, on va dans les descriptions et on épluche et on essaie de trouver s'il y a des gens qui parlent de ces couleurs irisées, de ces couleurs structurelles. Et des fois, on est un petit peu... Par exemple, avec les vieux livres, c'est tout en noir et blanc, donc en plus, on n'a pas forcément l'aide des images, alors qu'il y a des livres plus récents qui, eux, ont des images en couleur. Ça nous permet tout de suite de repérer quelles sont les algues à couleur structurelle et les algues sans couleur structurelle. Il y a des vieux articles scientifiques, comme celui de 1970, qui parlent de la couleur structurelle, donc on s'en inspire pour après, derrière, pouvoir continuer leur recherche. Comme je disais tout à l'heure, il y a des articles plus récents, mais il n'y en a pas beaucoup. Et il y a quelque chose en particulier, c'est qu'on peut pas évidemment regarder toute la littérature qui existe. On fait des choix, et ce qu'on remarque beaucoup dans la littérature, c'est que les gens décrivent les choses de manière très différente. C'est-à-dire qu'on a tous des formations, par exemple, de phycologues. On sait tous comment reconnaître une algue, mais quand on va la décrire, même s'il y a quand même un système organisé et une manière de faire qui est reconnue par tout le monde, les gens vont voir, par exemple, du bleu irisé sur l'algue, ils ne vont pas forcément savoir comment le décrire. Ils ne vont pas forcément considérer que c'est un élément représentatif de l'algue et que c'est quelque chose qui est distinctif et qui permet de la reconnaître. Parce que quand on décrit une algue, quand on décrit une espèce, le but c'est qu'ensuite on trouve n'importe quelle algue qui appartient à cette espèce et qu'en lisant la description, on puisse dire que c'est la même, qu'elle appartient à la même espèce. Si on décrit une couleur irisée qui change en fonction de l'angle de vue, qu'on ne voit pas toujours, qu'on ne voit pas quand on la sort de l'eau, il y a un risque qu'après, derrière, les gens qui se servent de notre description aient du mal à reconnaître l'algue qui appartient à l'espèce. Donc, il y a beaucoup de phycologues qui ont décrit des algues et qui se sont abstenus de décrire leur couleur structurelle. Il y a un autre phénomène aussi qui est que quand les algues, en général, on les conserve dans des herbiers, donc on les sèche, on les déshydrate, et en se déshydratant, elles changent de couleur.
et notamment cette couleur structurelle, on la perd. C'est ce que je disais tout à l'heure, les tissus de l'algue changent, se raplatissent, et on perd complètement toute la structure qui permet de voir la couleur structurelle. Donc on est face à tous ces problèmes-là qui font que c'est assez compliqué de cerner la question en se basant que sur la littérature. On a aussi donc les herbiers. Et dans les herbiers, quand on récolte une algue, en fait, on la presse, donc on la fait sécher sur une feuille de papier dans laquelle on décrit d'où elle vient, et souvent on décrit aussi les signes distinctifs qu'on a observés. Contrairement à une description dans un livre qui est fait pour identifier une espèce, là on décrit ce qu'on voit sur le spécimen. Donc ça nous permet d'avoir des descriptions qui disent « Ah bah là, il y avait une couleur étrange ». Et en épluchant du coup les collections d'herbiers, d'alguiers plus précisément, on peut avoir des témoignages directs de s'il y avait une certaine couleur structurelle dans telle ou telle espèce d'algue. Après, on est confronté à un problème, c'est qu'il y a des espèces qui sont considérées comme existant partout. Par exemple, il y a une espèce, on considère qu'on peut la trouver aussi bien en France qu'au Japon ou au Chili. Après, est-ce que c'est vraiment la même espèce? On n'est pas sûr. Et comme on manque de description de ces questions de couleur, on ne sait pas si on va trouver la couleur structurelle aussi bien dans l'algue qu'on va trouver en France que dans le spécimen qu'on va trouver au Chili et dans celui qu'on trouve au Japon. Et là, la question qui se pose, c'est est-ce que ça veut dire, si on ne trouve pas la même couleur, est-ce que ça veut dire qu'au sein d'une espèce, il y en a qui ont cette couleur structurelle et d'autres qui ne l'ont pas? Ou est-ce que ça veut dire que c'est plusieurs espèces et qu'on peut les différencier par le fait qu'elles ont ou qu'elles n'ont pas cette couleur structurelle? Ça, c'est le résultat en fait, de ces recherches dans la littérature et dans l'alguier. Tous les points rouges, c'est là où il y a des localités précises dans lesquelles on a récolté ou trouvé ces algues à couleur structurelle. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit en fait que les algues à couleur structurelle, elles sont partout. Il n'y a pas un endroit en particulier dans lequel on les trouve. Alors, la raison pour laquelle je n'ai pas tout, c'est que moi, mes sources, donc ma littérature et mon alguier, ils n'ont pas récolté partout. Ils ne sont pas allés voir partout. Donc, par exemple, dans l'alguier, j'ai une collection qui a été faite pendant une expédition à Oman. Donc, j'ai quelques points là-bas qui datent tous du même moment, mais personne n'est allé voir ailleurs. Enfin, personne au sein de cette collection-là. Mais il n'y a pas un continent en particulier, il n'y a pas une mer en particulier, une côte en particulier, dans laquelle il y a plus de couleurs structurelles, d'algues couleurs structurelles que d'autres. Statistiquement, on n'a rien trouvé. Donc c'est intéressant de savoir que c'est cosmopolite, ce phénomène-là. Ensuite, quel est le rôle biologique de la couleur structurelle? C'est-à-dire que si on le trouve partout, à quoi ça a servi? Pourquoi est-ce qu'elles ont développé? Pourquoi est-ce qu'elles se sont cassées la tête, ces algues? Pourquoi est-ce que dans l'évolution, elles ont gardé ces choses-là? Parce qu'il faut savoir aussi que il y a différents types de couleurs, il y a différents types de structures qui se sont développées indépendamment les unes des autres, qui ont donné de la couleur structurelle chez différentes algues. Et donc ça donne le même résultat alors que l'histoire évolutive est différente. On veut comprendre pourquoi est-ce qu'il y a eu cette évolution. Je vous repose une question, s'il y en a qui se sentent d'essayer de répondre, par rapport à ce qu'on avait vu avant, c'est-à-dire ça. Qu'est-ce qui est différent chez les algues? C'est-à-dire que là, on avait la question de la protection des papillons contre les prédateurs pour qu'ils les voient moins bien. Là, il y avait attraction pour la reproduction. Là, il y avait protection contre le soleil, contre les UV, et attraction, soit les fruits, soit les fleurs, attraction pour être pollinisés ou pour être répandus. Qu'est-ce que les algues ont de différent qui fait qu'on ne peut pas conclure que ce sont les mêmes rôles biologiques qui sont en jeu? Ouais, vas-y.
Ouais. 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 Alors, si tu pousses un petit peu la réflexion, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas besoin d'attirer les organismes? Ouais. Ouais. Alors, ils ont un appareil reproducteur, mais ils n'ont pas de pollen. C'est pas un système de pollinisation. Mais voilà, c'est ce que tu as dit. C'est-à-dire qu'il n'est pas question de se disséminer, d'aller se faire transporter à des kilomètres de là pour pouvoir pousser ailleurs. Il n'est pas question de se faire polliniser. Et il y a autre chose en particulier, c'est qu'elles n'ont pas d'yeux. D'accord ? Les algues, ça ne voit pas. Donc, ça ne peut pas être de l'attraction. C'est forcément un rôle différent qui est développé. Ça ne peut pas être les mêmes choses que ce qu'on a découvert ailleurs. Encore des exemples. Donc ça, c'est ce qu'on vient de dire. Elles n'ont pas d'yeux, il n'y a pas de question de signaux visuels. Elles n'ont pas besoin d'échanger des signaux visuels entre elles. Elles n'ont pas de fruits, elles n'ont pas de pollen. Donc, on s'y intéresse parce qu'on veut pouvoir comprendre qu'est-ce que ça apporte à l'algue. Et encore une fois, ça nous permet après de comprendre comment est-ce qu'on peut protéger, comment est-ce qu'on peut mieux s'en occuper. Et ensuite, ça peut nous inspirer pour développer des nouvelles technologies. C'est-à-dire que si on comprend quel est le rôle, on peut comprendre est-ce que nous, on peut s'en inspirer pour après faire la même chose, essayer d'avoir les mêmes effets. J'ai fait de la recherche en m'inspirant de ce qui avait été fait chez d'autres organismes. Donc il y a des gens qui ont étudié les tulipes, il y a des gens qui ont étudié... Et donc je me suis inspirée de ces études-là pour pouvoir... inventer ma propre recherche sur les algues et aussi en allant sur le terrain pour me rendre compte, en observant ce qu'on voyait sur le terrain, me rendre compte de qu'est-ce qui peut-être être en interaction avec l'algue qui fait qu'elle aurait besoin ou pas de développer un système particulier qui serait peut-être similaire à des systèmes qu'on voit chez les autres organismes. Donc pour ça, je suis allée dans deux sites du sud de l'Angleterre, qui sont un site qui est très boueux, assez à marée basse, c'est très exposé, un site qui au contraire est très rocailleux, avec une marée plus grande. Et en fait, l'intérêt d'avoir deux sites différents, c'est qu'on y trouve deux espèces différentes et qu'on a deux milieux différents, donc on peut après comprendre si ça correspond après derrière à des développements différents dans chacune des espèces ou si au contraire c'est indépendant du milieu. La première espèce est celle-ci, on l'appelle Chondria cerulescens. Cerulescens, ça vient de céruléen, le bleu. Quand on fait comme ça une étude scientifique, on cherche à lister les différences entre nos différents échantillons. Donc c'est pour ça que là, j'explique que c'est une espèce annuelle qui repousse chaque année en été et qu'elle vit donc dans cet habitat très boueux, très silicieux, et qu'à marée basse, elle est presque toujours exposée. En fait, elle est presque hors de l'eau, systématiquement. Il y a aussi un truc particulier, c'est que donc là, on voit que les branches ont cette couleur structurelle verte. Au sein de chaque cellule, on a tous ces petits points qui font la couleur structurelle. Donc ça, chacun de ces trucs oblongs, là, c'est des cellules. Et une particularité aussi, c'est que ça, c'est les organes reproducteurs. Donc ça, c'est l'organe reproducteur femelle, ça, c'est l'organe reproducteur mâle. Ils sont particulièrement irisés. Donc ils ont une couleur structurelle particulièrement forte. Là, en fait, c'est pas que sur le reste de la branche. Cette branche, ça n'a rien à voir avec les arbres, hein, c'est juste comme ça qu'on l'appelle, un filament, si vous voulez. Sur le reste du filament, c'est pas qu'il n'y a pas de couleur structurelle, c'est que cette couleur-là est tellement forte qu'elle estompe la couleur structurelle du reste de la branche, visuellement.
Donc l'autre espèce, c'est Chondria scintillans, qui est présente toute l'année, mais beaucoup plus abondante en hiver, et qui habite dans un coin, qui vit dans un coin rocailleux, sablonneux. C'est un milieu très très différent. Elle n'est jamais hors de l'eau, elle est toujours sous le reste sous les cailloux ou sous les autres algues. Et la différence, c'est que contrairement à l'autre algue où toutes les cellules avaient ces petits grains de couleur structurelle, là c'est seulement quelques cellules. Et c'est pour ça que ça nous donne cet aspect un petit peu pointilliste sur l'algue quand on la regarde au microscope. Hop là. Donc, je ne vais pas vous présenter tout ce que c'est l'analyse photosynthétique, comment est-ce qu'on s'y prend, etc. C'est beaucoup trop technique, je pense que ça ne vous intéressera pas. Mais tout ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a fait des études de la capacité et de la capacité photosynthétique de ces algues sur plusieurs mois, donc au fil des saisons, en comparant les deux algues et en les comparant à une autre algue qui n'a pas cette couleur structurelle, mais qui fait partie de la même famille. On a compris que c'était des algues qui avaient un profil photosynthétique, parce que les algues ont un profil photosynthétique, typiquement, qu'on trouve typiquement chez les organismes qui sont adaptés à des niveaux de lumière bas. Ce qui peut étonner par rapport en fait, à la première espèce, parce que comme j'ai dit, celle-là, elle est à marée basse, elle est très très exposée à l'ensoleillement en fait. Mais il y a une chose qu'on n'avait pas forcément pris en compte au début, qui est qu'elle est toujours recouverte par ces silices, cette boue. Donc en fait, finalement, elle reçoit très peu de lumière, parce qu'elle est constamment dans une espèce de gaine de boue. Celle-ci, elle est en effet toujours dans des zones d'ombre, donc ça correspond à ce qu'on a trouvé dans l'analyse dans l'étude de la capacité photosynthétique de l'algue. Pour une algue qui est typiquement adaptée à un ensoleillement faible, ça veut dire qu'elle a évolué pour être capable de faire de la photosynthèse sous un ensoleillement faible. Mais ça veut aussi dire qu'elle souffre des UV et des ensoleillements trop intenses. Parce que même si l'algue elle a besoin de la lumière du soleil pour survivre, pour se nourrir, si les UV s'il y a des UV où l'ensoleillement est trop intense, ça détruit en fait son photosystème, donc ça détruit son appareil photosynthétique, et elle se retrouve incapable de faire de la photosynthèse, donc incapable de se nourrir, donc elle meurt. Donc elle a besoin de se protéger contre les UV. Et c'est pour ça qu'on a commencé par évoquer une hypothèse après cette étude-là, qui était que les algues qui ont de la couleur structurelle s'en servent pour se protéger contre les lumières trop intenses. Pour le coup, c'est un peu comme l'Edelweiss. Et ça a été derrière confirmé par d'autres études qu'on a menées, qu'un collègue en physique a menées, qui a vraiment comparé sur une même algue différents endroits, des endroits où il y avait de la couleur structurelle, des endroits où il n'y en avait pas, et qui a conclu que ça avait un réel rôle de protection, en tout cas dans les algues rouges et dans les algues qu'on a étudiées. Il y a autre chose, c'est qu'il y a sûrement un rôle de régulation aussi. C'est-à-dire qu'on a les algues qui sont plus en profondeur, qui donc sont adaptées à des milieux peu ensoleillés, elles ont quand même besoin de récupérer ce qu'il faut comme lumière, de récupérer ce qu'il faut comme énergie. Donc, avec cette couleur structurelle, ça leur permet de concentrer les énergies lumineuses qui sont les plus adéquates pour elles et de survivre mieux dans des milieux où elles ne sont pas les mieux placées. Ensuite, il y a une troisième hypothèse qui n'a pas encore été explorée pour le coup, c'est le rôle dans la protection contre les prédateurs. Donc, un peu dans l'idée du papillon, est-ce que la couleur structurelle, ça permet à l'algue d'empêcher les herbivores de venir la brouter? Est-ce que
Parce que les algues, elles sont mangées par tout un tas d'organismes. Hein. Les canards, les oursins, ça fait des ravages chez les algues. Les étoiles de mer aussi. Et puis il y a les tortues, les marsouins, ils se régalent des algues. Donc est-ce que la couleur structurelle qui nous joue des tours, est-ce que ça joue des tours aussi aux animaux qui se nourrissent de ces algues? C'est une hypothèse qui n'a pas encore été explorée, notamment parce qu'on ne sait pas trop, on ne connaît pas grand-chose en fait de la vision de pas mal d'animaux marins. Et il y a aussi une question, enfin, ça amène la question de comment se détacher vraiment de notre vision à nous et de notre perception du monde pour pouvoir étudier d'autres organismes et développer en fait des études qui nous permettraient de comprendre comment est-ce que d'autres écosystèmes fonctionnent. Parce qu'on n'est pas forcément en capacité d'imaginer comment est-ce que tel ou tel animal, comment est-ce que tel ou tel organisme voit les choses. Il y a des animaux qui voient beaucoup plus de couleurs que nous. Sauf qu'on est incapable de s'imaginer ça, parce qu'on ne peut pas imaginer une couleur entre le jaune et le jaune. Quoi. On n'a pas cette capacité-là. Et ça nous... Même si on peut comprendre rationnellement que ça existe, quand il s'agit de mettre en place une étude scientifique pour étudier l'impact visuel d'une algue sur des organismes qui la fréquentent, on est confronté à un problème qui est qu'on ne sait pas comment appréhender la manière dont ces animaux voient l'algue. Est-ce que la couleur structurelle, est-ce qu'ils la voient? Est-ce que ça leur apparaît sous un signal différent? Si ça se trouve, nous, ça nous apparaît sous des couleurs, mais eux, c'est autre chose. Et ça, on n'est pas encore en mesure en fait, de se rendre compte de cette possibilité, en fait, de se rendre compte, vraiment de mettre en place, d'inventer des études qui pourraient nous aider à comprendre ça. Alors, ça pourrait être mis en place, mais pour le moment, la plupart des études disent que les animaux marins voient très peu, ou voient rien du tout, voient en noir et blanc, mais est-ce que c'est vraiment le cas, ou est-ce qu'on n'a pas les capacités en fait, vraiment de comprendre? Donc la dernière partie de cette question, de cette recherche scientifique, c'est sur la manière dont la couleur structurelle est créée chez les algues, et notamment comprendre qu'est-ce que ça apporte à l'algue et comment est-ce que ça a évolué. Donc c'est un peu ce que j'ai évoqué tout à l'heure dans le fait qu'il y a différentes structures qui vont exister chez différentes algues, chez différents groupes d'algues, qui vont toutes donner de la couleur structurelle, mais à la base, la structure physique à l'intérieur de l'algue est complètement différente et a évolué différemment. C'est une évolution convergente. Et après, derrière, si on comprend la structure physique, si on est capable de recréer cette structure physique, on est capable de créer, cette fois, des applications technologiques qui s'en inspirent. Alors, ça, c'est deux types, par exemple, de structures physiques. Tout à l'heure, on a vu les sphères qu'on trouve dans les opales. Par exemple, dans la tulipe, c'est ce que je parlais tout à l'heure, le velours côtelé. Donc, à l'intérieur de la tulipe, au niveau nanoscopique, il y a des côtes comme ça, qui font que quand la lumière atteint différentes parties du tissu, une certaine longueur d'onde va être réfléchie en fonction de l'angle à laquelle ça atteint la surface. Donc ça, c'est un mécanisme de couleur structurelle qu'on trouve par exemple dans les tulipes. Il y a d'autres mécanismes, c'est ce que je disais tout à l'heure, donc des couches en fait de tissus qui vont être d'une matière un petit peu différente et qui vont avoir des index de réfraction différents, ce qui veut dire que ça va réfléchir la lumière à un angle différent et ça va réfléchir une longueur d'onde différente. Et là, on a un phénomène
je ne sais plus le terme, mais en fait, les longueurs d'onde vont s'additionner. Donc, par exemple, là, ça réfracte en particulier le vert, les longueurs d'onde vont s'additionner pour créer cette lumière très intense qui sera uniquement verte. Bon, là, évidemment, c'est pas le bleu. Hein, là, c'est du vert, là, c'est du bleu, mais c'est le même principe, sauf qu'avec les longueurs d'onde bleues. Donc, on trouve différentes structures dans différentes algues, et en les décrivant comme ça a été fait pour les tulipes et comme c'est en train d'être fait maintenant pour les algues, on peut derrière recréer les structures avec des matériaux de synthèse pour pouvoir soit recréer l'aspect visuel, donc par exemple dans les tissus, je veux dire le textile, on peut vouloir avoir des textiles iridescents, irisés, et on peut faire ça en recréant le même aspect et les mêmes structures, le même empilement par exemple, ou les mêmes côtes. Ça nous permet d'avoir l'effet visuel, donc c'est juste de l'esthétique. Mais il y a aussi, si on considère, vu qu'on a vu que les algues utilisaient la couleur structurelle pour se protéger des UV, on peut aussi faire des textiles anti-UV. Comme on a vu aussi que ça leur permettait d'utiliser la lumière de manière plus efficace, donc c'est-à-dire que quand elles sont dans des endroits avec moins d'ensoleillement, elles peuvent quand même utiliser le maximum de la lumière qui leur arrive et en gâcher le moins possible, et ben on pourrait s'inspirer de ça, recréer les structures pour faire des technologies comme des panneaux photovoltaïques qui seraient plus efficaces que ce qu'on a actuellement, parce que les panneaux photovoltaïques actuels, ils sont vraiment pas assez efficaces par rapport à ce dont on aurait besoin. Il y a aussi des gens qui étudie la couleur structurelle chez les bactéries. Et c'est très très intéressant. Les bactéries, elles forment des colonies, et en formant des colonies, leur colonie a une certaine structure qui reste même quand les bactéries meurent. Et en fonction de si cette structure a une organisation nanoscopique régulière, on peut avoir une certaine couleur structurelle. Et donc il y a des gens qui sont en train d'essayer de contrôler la manière dont ces bactéries forment leur colonie pour pouvoir contrôler la couleur que ça va donner, récupérer la structure de la colonie, en faire des espèces d'écailles ou de poudre pour en faire une peinture à la couleur structurelle, des peintures irisées. Alors bon, je pense que la première question, c'est pas la peine que je la pose. Je vais reposer la deuxième question. Qui est-ce qui considère que les algues sont bénéfiques pour l'environnement? Qui est-ce qui considère qu'elles sont nocives pour l'environnement? Ok, bon. C'est la fin pour moi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des questions aussi, oui, sur mon parcours, c'est possible aussi. Et puis, à la fin, s'il y a du temps, et il y en a qui voudront venir voir après les questions, la plume de Pan, vous pouvez aussi. Pourquoi vous vous êtes intéressé aux algues? C'est une bonne question. Alors, j'ai découvert un peu par hasard les algues, j'ai juste fait une formation comme ça dans le cadre de mes études. Et en fait, c'était en particulier parce que c'était beaucoup plus divers que ce que je connaissais avant. C'est-à-dire que pour moi, c'était vraiment, comme ce que je vous ai dit au début, c'est-à-dire que les algues, c'était juste un tapis vert kaki marron qui était là, qui traînait sur la plage. Et rien qu'en apprenant, dès que j'en apprenais un petit peu plus, en fait, j'ai découvert tout un monde. J'ai découvert à quel point ça avait un rôle important dans l'écosystème et à quel point il y avait encore énormément de choses à apprendre dessus.
Et c'est un phénomène, en plus c'est un domaine qui est en pleine expansion maintenant parce qu'il y a tout le développement autour de la nourriture, de la consommation, etc. Mais c'est quand même les algues, ça fait des centaines d'années qu'elles sont étudiées. Et il y a une mine d'informations qui est déjà présente et il y a encore tellement de choses à faire que c'était vraiment un domaine dans lequel j'ai compris que je m'ennuierais jamais. Voilà. Vous avez parlé qu'il y avait différentes façons de faire de la couleur. Est-ce que ça existe, les algues qui font de la bioluminescence ou de la fluorescence? Alors, fluorescence, non, pas à ce que je sache. Bioluminescence, il y a du phytoplancton, donc il y a des microalgues qui sont bioluminescentes, ouais, qui font en fait qui font, quand on se balade sur la plage, en fait, on peut voir comme des lumières bleues dans l'eau. Et en fait, ça, c'est des microalgues qui font de la bioluminescence. Juste intervenir, parce que dans un souci de vulgarisation qui est très, très bien mené, et vous avez eu raison, puisque tout le monde ne fait pas des sciences, mais il y a quelques physiciens dans la salle, et vous n'avez pas osé, vous avez dit un peu réfraction. Il y avait le mot interférence, je pense que c'est peut-être le mot que vous cherchiez. Voilà, c'était ça. Voilà, interférence et diffraction aussi. Et je pense que vous pouvez peut-être poser, parce que ça peut donner énormément d'idées. Je pense au grand oral, puisque là, c'est vraiment biologie, physique par rapport à ça. Et voilà. Donc pour ceux qui n'osent pas, je pense qu'on peut y aller, parce que la couleur structurelle, c'est vraiment dans le programme de physique. Je voudrais juste savoir, je sais qu'on utilise des algues pour faire du pétrole dans le sud, ça fonctionne. Est-ce qu'il y a des études en cours pour récupérer directement l'énergie des flux d'électrons de la photosynthèse, comme ça se fait dans certaines mini-piles pour le cactus ou d'autres trucs comme ça? Dit autrement, est-ce qu'il y a des recherches en cours pour essayer d'utiliser directement l'énergie de la photosynthèse pour nous? Alors, il y a certainement des recherches en cours. Mais c'est vrai que c'est pas là-dessus que la plupart des gens se concentrent et sur lesquels les financements ont l'air de mettre de l'espoir. C'est-à-dire que c'est vraiment ce qui est mis en avant en ce moment, c'est vraiment tout ce qui est biofuel et voir les déchets en fait des algues, mais sur la question du coup, des déchets, entre guillemets, de la photosynthèse, il y a des startups qui se penchent sur la question, mais il n'y a pas encore, je crois, de résultats probants à grande échelle. Et s'il vous plaît, j'en ai encore une autre. Il y a eu des soucis sur la prolifération des algues en Bretagne. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a des travaux en cours pour gérer le problème, puisque visiblement, l'excès de substances minérales, lui, il est difficile à endiguer. Est-ce qu'il y a des recherches en cours pour bloquer peut-être la prolifération des algues, c'est-à-dire agir au niveau carrément de l'organisme? Au niveau de l'algue, en fait, c'est que c'est pas là que va y avoir un impact prometteur. C'est-à-dire que les recommandations, les recherches ont vraiment montré que le problème, il vient de l'apport excessif d'azote et que c'est en régulant ça qu'on peut réguler la prolifération des algues, mais en soi, empêcher les algues, en fait, on ne peut pas empêcher les algues de se nourrir de l'azote. Et on ne peut pas non plus traiter les eaux qui arrivent directement parce qu'on ne peut pas impacter tout l'écosystème et en fait, les algues en elles-mêmes qui, elles, vivent très bien. Donc, est-ce qu'il y a des recherches, effectivement, est-ce qu'il y a des OGM, algues dans pour modifier les algues génétiquement? Alors, il y a des recherches, pas forcément... Enfin, j'ai pas entendu parler de recherches sur la question de la prolifération des algues vertes. J'ai pas entendu parler de recherches sur la modification génétique pour empêcher la prolifération des algues vertes. Par contre, il y a des recherches pour, dans l'aquaculture, dans la culture des algues, notamment pour les carragénanes, donc pour en fait permettre, comme pour les organismes terrestres, mais protéger les algues contre les maladies, les rendre plus résistantes, faire qu'elles poussent plus vite. Donc ça, il y a beaucoup de recherches en effet là-dessus sur certaines espèces d'algues, notamment Capaficus.
En Asie du Sud-Est, on voit, il y a beaucoup de cultures et il y a de la recherche qui est en cours pour faire des modifications génétiques et croiser en fait des algues pour après obtenir des versions, enfin des variétés plus résistantes. Et vous pourriez nous donner votre parcours depuis... Oui. Alors j'ai fait un bac scientifique et ensuite j'ai fait, comme je savais, j'étais pas trop décidée que je voulais continuer quand même à faire des sciences humaines. J'ai fait une double licence en histoire et en biologie, donc sur 3 ans. Ça incluait une dernière année en échange universitaire, en échange Erasmus, en l'occurrence c'était à Londres, toujours en continuant sur les deux domaines. Ensuite, après ma licence, j'ai fait une année de césure, je suis partie à l'étranger, j'ai pas du tout fait, rien à voir avec les études. Et puis quand je suis revenue, je voulais m'inscrire avant de revenir, en fait, j'avais prévu, pendant mon année de césure, de m'inscrire à un master à Sciences Po pour continuer un petit peu cet aspect à cheval sur les deux. Et puis, j'ai pas été prise. Et finalement, je pense que c'était très bien que j'ai pas été prise, mais sur le coup, j'étais très, très déçue. Et je cherchais au dernier moment un autre master à faire. Je me disais, mais qu'est-ce que je vais trouver qui me permette aussi d'aller un peu à l'étranger, parce que pour moi, ça m'intéressait de pouvoir profiter de ça pour aller à l'étranger. Et je suis tombée sur ce master, un master de conservation des ressources marines, ça s'appelait. Et c'était un master Erasmus, en fait, donc avec plusieurs universités qui s'étaient mis en consortium et on passait d'une université à l'autre en fonction, chaque semestre on passait d'une université à l'autre en fonction des cours qu'on voulait faire. Donc ça m'intéressait beaucoup en fait de faire comme ça, de bouger. Et puis accessoirement, je me suis dit que ça devrait être intéressant d'étudier la mer. Et en fait, j'ai adoré. C'était hyper intéressant, c'est fascinant. Et puis on a bien bougé. On allait d'un laboratoire à un autre, donc on était sur la côte, on découvrait différentes manières d'étudier l'océan, différentes approches. Chaque laboratoire a ses spécialités, parce que l'océan est différent à chaque endroit, en fait. Les côtes ne se ressemblent pas du tout, et du coup, en fait, ils ont chacun leur domaine de prédilection et leur spécialité, les choses dans lesquelles ils sont particulièrement bons. Et c'est là où, entre l'année 1 et l'année 2, il y avait les vacances, j'ai vu cette formation sur les algues qui était en Bretagne, à Roscoff, qui me permettait en fait juste d'aborder autre chose que je n'avais pas vu dans le master. Et c'est là où, comme je disais tout à l'heure, j'ai découvert les algues, je trouve ça fascinant. Et après la fin de mon master, je cherchais juste un projet, pas forcément une thèse. Je cherchais quelque chose qui serait engageant, si possible dans les algues. Je voulais pas faire biofuel, je voulais pas. Et puis j'ai trouvé par hasard ce projet-là j'ai eu la chance d'être prise et puis voilà. Moi j'ai 2 questions qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. La première, c'est qu'est-ce que ça donne un double master, une double licence histoire biologie. Qu'est-ce que ça donne comment ça se passe? Alors. Ça donne surtout des gens qui, à la fin, doivent choisir. Et principalement, on choisit sciences à la fin. Mais, parce moi j'ai fait biologie, mais il y en a qui étaient dans le même parcours, qui ont fait physique ou qui ont fait chimie. Ça donne, il y a une carrière dans laquelle ça prend tout son sens, c'est si on veut faire archéologue. Là, c'est vraiment le cursus qu'il faut, parce que ça permet d'aborder les deux. C'était un cursus complet, c'est-à-dire qu'on avait on avait 2 licences à la fin, quoi, et on avait tous les cours des 2 licences. Donc ça nous permettait il y avait pas vraiment de pont parce qu'on était dans 2 universités différentes, mais simplement on avait arrangé notre emploi du temps. Mais sinon, on suivait 2 licences différentes et on faisait nous-mêmes dans notre tête les ponts qu'on voulait faire, mais c'était voilà. Et l'autre question qui n'a rien à voir, mais peut-être que tu l'as dit, mais voilà, quel est l'endroit du monde où il y a le plus de diversité d'algues? Alors, il
Il y en a beaucoup sur la côte atlantique nord. Il y a vraiment une grande diversité, par exemple en Bretagne et en Angleterre du Sud. Il y a une grande diversité en Afrique du Sud. Dans les Caraïbes, il y a énormément d'algues, d'espèces, et en Australie aussi. Je pense qu'il y a vraiment des zones dans lesquelles il y a une diversité particulière, c'est là. Après, il y a aussi beaucoup d'endroits qui ont été peu explorés et pas assez explorés. Donc c'est difficile de dire avec certitude s'il y a ce qu'on appelle des hotspots de biodiversité à un endroit ou à un autre. Mais voilà, on trouve particulièrement dans les Caraïbes, en Afrique du Sud et en Australie. Ouais. Vous avez dit qu'il y avait de la chlorophylle A dans la plupart des algues, je crois, avec, ce qui a marqué. Et vous avez aussi montré que les algues, que la chlorophylle A, elle absorbe des longueurs d'onde. Donc, est-ce qu'elles interviennent dans la couleur des... Dans la couleur structurelle ou dans la couleur... Alors, dans la couleur de base, entre guillemets, oui. La chlorophylle A, elle a un rôle. C'est elle qui va donner la couleur verte. C'était ça la question ou... Enfin, du coup, les autres, elles sont rouges et... Oui, parce qu'en fait, elles ont toutes des pigments verts, mais dans les algues brunes, les caroténoïdes prennent le dessus, en fait, sur les pigments verts, et dans les algues rouges, les pigments rouges prennent le dessus. Et en fait, c'est intéressant parce que quand on fait sécher les algues, ou quand une algue rouge, notamment cette algue-là, qui est le chondrus que j'ai montré ailleurs, quand ça sèche, quand ça se dégrade, quand ça pourrit, ça perd ses pigments, ça passe au vert, ça passe au marron puis au vert, en fait. Les pigments rouges se dégradent d'abord, et ensuite on se retrouve avec une algue verte. Donc des fois, des vieilles algues, elles ont l'air d'être vertes, alors qu'en fait, elles appartiennent à la catégorie des algues rouges. Pourquoi avoir choisi ce sujet précisément à présenter ? Alors, ici et maintenant, parce que bon, c'est mon sujet de recherche, en fait, c'est mon sujet de thèse. J'ai pas d'autres trucs en parallèle à ça, mais aussi parce qu'en fait, ça permet d'avoir des réflexions à la fois sur... ça permet d'aborder à la fois le côté scientifique, mais comme on a vu, il y a quand même pas mal de questions... de société, de questions aussi, presque on pourrait avoir des discussions philosophiques sur ce sujet-là. Donc ça collait assez bien. Et après, en sujet de thèse, c'est principalement parce que c'est tellement peu exploré, ça a été tellement peu étudié, et pourtant il y a tellement à faire. Il y a un truc que je crois que je n'ai pas dit, mais en fait, quand on s'est penché sur la question de la répartition dans le monde des algues à couleur structurelle, au départ, on pensait vraiment qu'on n'en trouverait pas beaucoup. Parce qu'on avait une petite liste déjà de quelques trucs, mais on ne s'attendait pas à vraiment trouver une répartition globale. Et en fait, à chaque fois qu'on cherche, dès qu'on ouvre un livre, dès qu'on trouve une algue, on découvre qu'il y a de la couleur structurelle dont personne n'a jamais parlé. Et on s'est rendu compte que c'est un phénomène qui est extrêmement répandu chez les algues et pourtant qui est presque ignoré, sur lesquels les gens ne se penchent pas, qui fait peur presque, enfin, qui intimide, ou alors, après il y a tellement de choses à étudier que voilà, il y a d'autres choses à faire, mais c'est principalement, voilà, il y avait tout à explorer dessus, donc il y en a pour au moins 3 vies à comprendre toute cette histoire. Voilà. Oui, juste une remarque, donc l'intérêt aussi par rapport à la philosophie. Je rappelle qu'on a parlé de démarche scientifique au début de l'année. Qu'est-ce que c'est qu'une démarche scientifique ? Là, vous en aviez eu un parfait exemple. Comment on explore des hypothèses, qu'on les laisse de côté, etc. Donc il y a tout. S'il vous plaît. Donc qu'est-ce que c'est qu'une démarche scientifique ? Je rappelle aussi qu'on avait parlé de la couleur comme un exemple pour montrer que notre manière de percevoir le monde, elle est très subjective. Et justement, la question a été posée, comment perçoivent les animaux ? Est-ce qu'on sait si les animaux voient les couleurs comme nous ? Est-ce qu'il y a des animaux qui voient plus de couleurs que nous, etc. Donc en gros, notre représentation du monde, elle n'est pas du tout, elle n'est pas objective. Elle est liée à nos perceptions, à
à la manière dont on est fait, quoi, d'un point de vue biologique. Et puis, il y a un autre intérêt philosophique. Première conférence de la semaine, est-ce qu'il y a de la finalité dans la nature? Est-ce qu'on peut dire que la nature a des intentions? La réponse, évidemment, c'était non, mais il n'empêche qu'on ne peut pas s'empêcher de trouver, quand on regarde la diversité de ces couleurs, quand on observe la diversité de ces couleurs et la beauté de ces couleurs, on ne peut pas s'empêcher, nous, de penser qu'il y a une finalité dans la nature. Donc, en fait, les conférences, elles se répondent les unes les autres. D'accord, elles sont liées les unes aux autres. Voilà. Et aussi, dernier intérêt, il y en a plein, ce qui a été dit sur notre vision anthropocentrée de la nature. On a tendance à voir la nature à partir de l'humain. On fait de l'homme le centre de la nature. Et ça, c'est ce que tu as très bien montré, quoi. Voilà. Donc il y a plein de ponts à faire avec la philo, mais aussi, effectivement, ça pourrait être un sujet de grand oral. Hein, c'est vraiment, en sciences, ça pourrait vraiment être passionnant. Bon, merci. Écoutez, on vous remercie pour votre attention. Merci.